Janvier 2018. C'est la période où un jeu mobile devient un phénomène au Japon. Son nom, Shironeko Project. Un action RPG free-to-play qui explose littéralement tout. Des millions de joueurs actifs, des dizaines de millions de téléchargements et de véritables records. Ce qu'il a de spécial, le fait qu'il soit l'un des tout premiers jeux mobiles du genre entièrement pensé pour le tactile. Le joueur se déplace, attaque et esquive directement à l'écran, et ce, avec une seule main. C'est tout con, mais à l'époque, ce simple détail lui permet de se démarquer d'un marché littéralement saturé. Résultat, en quelques années, la licence devient le pilier économique de son studio, Call-Op. Pour eux, tout est aligné, le jeu marche, la communauté est massive, et l'avenir paraît sécurisé. Sauf qu'allez savoir pourquoi, mais Nintendo a pas kiffé. Ouais, c'est même pas leur rinté, c'était même pas leurs affaires. Ah non, ça va pas, y a un problème. Selon eux, le système de contrôle tactile utilisé par le jeu, c'est le leur. Et ils volent plusieurs de leurs brevets déposés pour l'écran tactile de la DS. Une plainte est déposée et des dommages colossaux sont réclamés. Alors, avant même qu'un tribunal ne rende une décision, Shironeko Project est modifié. Les contrôles changent non pas parce qu'un jugement l'exige, mais parce que le risque juridique est trop important pour être ignoré. Des années plus tard, l'affaire se termine par un accord financier. Le jeu continue d'exister, mais il n'est plus tout à fait le même. Il a perdu sa particularité. Ah, et surprise, 2018, c'est aussi l'année où Nintendo se lance massivement dans les jeux mobiles. Parce que Nintendo a toujours fonctionné ainsi. Pour eux, il ne s'agit pas de gagner le procès, mais de déplacer le terrain, de créer une pression suffisante pour obtenir des effets concrets avant même qu'un verdict ne tombe. Le droit devient un outil de contrainte, pas seulement de sanction. Et parfois, ça passe, ça force certains adversaires à plier, et parfois, ça réécrit l'histoire à leur avantage. Mais pas cette fois. Ouais, parce qu'en 2024, c'est pas un jeu de niche ou un marché local que Nintendo va attaquer. C'est un phénomène mondial et surtout, un jeu qui a réussi à faire quelque chose de très dangereux. Rendre Pokémon comparable et forcer son jugement. Et cette fois, cette stratégie pourrait bien se retourner contre eux. L'histoire du jour nous amène en... C'est quoi ce bruit? Mais il est en train de dormir là. Ça va, je te fais pas chier. Ah mais non, my bad. J'avais pas vu qu'il était sur un matelas Emma Sleep. Emma, c'est la marque spécialisée dans le sommeil. Matelas, oreiller, couette, surmatelas et linge de lit ultra confortable, peu importe comment tu dors. Genre, je déconne pas, ça fait quelques semaines que je dors sur un matelas Emma et très honnêtement, la différence est énorme. Ah, c'est peut-être pour ça que tu te bouges pas le cul pour faire plus de vie. Et tu m'étonnes, leurs matelas ont une mousse à mémoire de forme et une couche Ergocell qui aide à rester au frais. En gros, ils s'adaptent à toutes les morphologies et surtout, ils isolent super bien les mouvements. Donc si tu bouges la nuit ou si quelqu'un à côté de toi se retourne toutes les 5 minutes, toi, t'es bien, tu dors. Alors oui, je sais, un matelas en soi, c'est une dépense. On va pas faire confiance à n'importe qui et surtout pas à moi. Ouais, ça c'était à moi de le dire ça. Mais rassurez-vous, avec Emma Sleep, vous avez 100 nuits d'essai, un retour gratuit si ça vous convient pas, 10 ans de garantie, une livraison offerte et même un paiement plusieurs fois sans frais. Donc c'est complètement sans risque. Et ça tombe bien, pendant les soldes d'hiver du 7 janvier au 3 février 2026, Emma propose jusqu'à moins 50% sur leur site. Et en plus de ça, avec mon code ZICON, vous avez moins 10% supplémentaire sur les produits déjà en promotion. Parce que oui, ça se cumule. Alors foncez via le lien en description et en commentaire épinglé. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon, je sais que vous savez, mais laissez-moi vous la faire une dernière fois. Tout a semblé commencer comme une mauvaise blague. Le 5 juin 2021, Palworld est annoncé publiquement et son concept est posé noir sur blanc. Capture de créatures, monde ouvert, survie, craft et des flingues. Dès cette révélation, l'ADN du projet est déjà là. Des créatures mignonnes qu'on attrape, qu'on fait bosser, qu'on équipe et qu'on place volontairement dans un environnement violent et cynique. Je vous le dis tout de suite, personne n'y croyait. C'était pas assez concret et trop culotté pour être vrai. Je veux dire, qui allait oser se mettre en travers de la route de Pokémon avec d'autres Pokémon? C'était juste une vanne. À ce moment-là, Palworld n'est ni un scandale ni un concurrent, c'est juste un trailer, et des trailers de jeux dans ce genre, internet en est blindé. Des concepts un peu trop ambitieux, un peu trop beaux, qui font parler 2 semaines, puis qui disparaissent. Sauf qu'en y regardant de plus près, Palworld était déjà plus sérieux qu'il n'y paraît. Car derrière ce projet, il y avait un nom, Takuro Misobe.
Ce type, il sort pas de nulle part. Déjà, c'est le fondateur du studio Pocket Pair qui développe Palworld. Et ensuite, il a de l'expérience. Parce qu'avant Palworld, il a fait Craftopia. Un jeu super ambitieux qui s'inspire un petit peu de Breath of the Wild dans sa direction artistique, son monde ouvert, son système d'endurance, ses animations, ses mobs, son histoire, son protagoniste. Bref, des détails à peine visibles quoi. Mais pas seulement, parce que Craftopia mélange aussi des mécaniques de survie de Ark, du build façon Minecraft, et même de l'automatisation qui rappelle clairement des jeux comme Satisfactory. Et, c'est pas juste une impression, hein. Sur la page Steam du jeu, les développeurs l'assument eux-mêmes, Craftopia est présenté comme une fusion de leurs jeux préférés. En gros, le principe n'est pas de cacher les inspirations, mais de les empiler. Et malgré les critiques et les accusations de copie, Craftopia est sorti, s'est vendu, a même reçu des retours globalement positifs, et surtout, n'a fait l'objet d'aucune attaque juridique. Pour Pocket Pair, l'expérience est déjà là, pousser très loin l'inspiration, c'est provoquer la comparaison et attirer les regards sur eux. Le studio traîne donc déjà une réputation très précise, celle d'un acteur opportuniste qui observe les tendances, les mélange et ne s'en excuse pas vraiment. Et Misobe d'ailleurs l'a confirmé à plusieurs reprises. Son but n'est pas de réinventer la roue, mais de mixer et assembler des mécaniques existantes pour produire ce que les joueurs ont envie de consommer à un moment donné. Palworld ne sort donc pas de nulle part, il s'inscrit dans une continuité. Et quand on sait ça, une chose devient évidente, ce n'est pas un accident. Tout bascule donc le 19 janvier 2024. Palworld sort en accès anticipé sur Steam et sur Xbox inclus dans le Game Pass. Et là, c'est le bordel. En moins de 8 heures, le jeu dépasse le million de copies vendues. En 24 heures, il en est déjà à 2 millions. Et en à peine un mois, plus de 10 millions d'exemplaires sont écoulés. En parallèle, les chiffres de fréquentation explosent. Palworld dépasse les 2 100 000 joueurs connectés en même temps, entrant directement dans le cercle très fermé des plus gros pics de l'histoire de la plateforme. À partir de ce moment-là, le récit change complètement de dimension. Palworld n'est plus un jeu qui ressemble à Pokémon, c'est un jeu qui prend une place. Peut-être pas à côté de Pokémon, bien sûr, mais il s'accapare quand même une certaine attention. Côté Xbox, Microsoft s'empare immédiatement du phénomène, communication massive, mise en avant officielle et annonce d'un nouveau record clair, le plus gros lancement third party de l'histoire du Game Pass. Si le 5 juin 2021 n'était qu'un trailer provocateur pour un concept un peu trop culotté pour être pris au sérieux, le 19 janvier 2024, c'est la naissance d'un phénomène mondial qui force toute l'industrie à regarder. C'est beau, hein. Quelle leçon de persévérance, d'abnégation, de travail, de passion. Je veux dire... Vous voyez... Internet allait vraiment pas laisser passer ça très vite. L'attention se concentre sur un point précis. Les pals. C'est pas l'idée de pouvoir en collectionner qui gêne. Il y a déjà des tas de Pokémon-like qui sont sortis par le passé. Non, là, c'est l'idée qui ressemble peut-être un peu trop à des Pokémon. Pour la plupart, c'est littéralement des morceaux d'autres Pokémon mélangés entre eux. La vérité, c'était que tout le monde était au courant dès le début. Les joueurs n'attendaient qu'une chose, c'était la sortie du jeu pour constater l'étendue des dégâts. Sur les réseaux, plus les comparaisons s'enchaînent, plus la polémique s'emballe. On parle plus seulement d'inspiration globale, mais de volume, de silhouette et même de structure 3D. Un compte Twitter en particulier, Biofrog, ira même jusqu'à publier des comparatifs des modèles 3D dès le 20 janvier, soit le lendemain de la sortie. Et ils sont très rapidement repris par la presse. À ce stade, la notion de plagiat devient un mot valise. On mélange ressemblance esthétique, copie et opportunisme assumé. Tout est rangé sous le même terme parce que c'est celui qui permet le plus facilement d'exprimer sa colère. Le truc, c'est que le jeu a été annoncé pour la première fois il y a 3 ans. Et jusqu'à ce jour, Nintendo n'a déposé aucune plainte pour violation de copyright. Parce que si le plagiat avait été juridiquement évident, c'est par là qu'ils auraient attaqué sans aucune hésitation. Or, c'est pas le cas. Et même des spécialistes rappellent, en droit d'auteur, les cas évidents sont ceux du copier-coller clair. Ici, les arguments reposent sur du trop proche, trop inspiré ou trop ressemblant. Pas sur une reproduction identique. Et comme si ça suffisait pas, une autre polémique arrive dans la foulée. L'IA. L'idée, c'est que les pals ne ressemblent pas à des Pokémon par inspiration humaine, mais parce que des outils d'intelligence artificielle auraient été utilisés pour générer ou modifier les designs. Bah oui, Palworld sort à un moment où les débats sur l'IA et la création de contenu généré est déjà extrêmement tendu. Sauf que là encore, aucune preuve formelle. Beaucoup de soupçons, des vieux tweets, des raccourcis, mais rien de concret. Et ça ira jusqu'à les forcer à s'exprimer.
Et quand je dis il, je parle pas de Pocket Pair. Le 25 janvier 2024, The Pokémon Company en personne publie une déclaration officielle indiquant avoir reçu de nombreuses demandes concernant un jeu sorti en janvier. Il rappelle qu'aucune permission d'utiliser d'actifs Pokémon n'a été donnée et annonce l'ouverture d'une enquête ainsi que d'éventuelles mesures en cas d'atteinte de leurs droits. Même sans action judiciaire immédiate, cette prise de parole change radicalement la température du débat. Et ce qu'il y a de vraiment important à retenir ici, c'est que cette déclaration, elle officialise surtout l'existence d'un dossier qui va transformer cette guerre de réseaux sociaux en une affaire reconnue par l'ayant droit. Et ça relancera encore la machine quelque temps. Des comparaisons émergent entre certains pals et même des Pokémon issus de projets amateurs, ce qui laisse penser que Palworld ne puise pas seulement ses idées dans la licence, mais dans toute une communauté, pendant que d'autres diront que c'est culotté de la part des fans de Pokémon de se plaindre quand leur propre licence s'est inspirée de Dragon Quest pour créer une partie de ses premiers monstres. L'affaire a pris des proportions telles qu'en septembre 2024, un individu se présentant comme un ancien designer ayant travaillé sur Palworld publie une série de tweets sur X. Dedans, il affirme avoir reçu des consignes internes lui demandant de concevoir des créatures capables d'entrer dans le top 100 des Pokémon les plus populaires et dit aussi avoir refusé de plagier. Selon lui, ces designs auraient ensuite été modifiés sans son accord. Et par-dessus tout ça, il accuse également le CEO d'avoir minimisé les risques judiciaires en évoquant ses relations avec Nintendo et décrit le choc de voir ses créations devenir la cible d'accusations publiques de plagiat. Parce qu'il insiste sur un point précis, d'après lui, ces monstres n'étaient ni générés par intelligence artificielle, ni conçus comme des copies. Mais ce sont pourtant les designers qui auraient encaissé la violence de la polémique. Et tout ça durera pendant plus de 9 mois. Et pour y mettre fin une bonne fois pour toutes, Nintendo décide enfin d'arrêter de regarder le feu de loin et de rentrer dans l'arène. En septembre 2024, une plainte est déposée. Ok, alors, en quoi consiste cette plainte? Concrètement, que peut faire Nintendo? Parce qu'en droit et encore plus dans le jeu vidéo, la frontière entre ressemblance et plagiat est beaucoup plus compliquée à franchir que ce que Twitter laisse croire. Déjà, pour gagner un procès en contrefaçon, Nintendo doit prouver que Palworld copie vraiment des éléments précis et protégés de Pokémon. Pas un mouton, un loup ou une créature inspirée de mythologie. Non, tout ça, c'est le langage commun. C'est partagé par des centaines et des centaines de jeux. Même si un pal te fait penser à Lucario par exemple, juridiquement, ça suffit pas, faut aller encore plus loin. Est-ce que la forme est quasiment identique? Est-ce qu'il y a reprise d'éléments très spécifiques? Et enfin, et surtout, est-ce que l'accumulation de ces ressemblances dépasse le seuil que les tribunaux considèrent comme une simple similarité? Et ce seuil-là, il est beaucoup plus strict que ce que l'intuition visuelle suggère. Le gros problème était donc là. C'est scandaleux dans l'opinion, mais beaucoup moins évident à verrouiller juridiquement sur le terrain du copyright. Une fois de plus, Pocket Player a flirté avec la limite sans tomber dans le copier-coller. Dans ce contexte, attaquer sur le copyright devient un pari très risqué. Parce que si tu lances un procès et que tu perds pas seulement contre Palworld, tu crées un précédent. Tu dis implicitement à toute l'industrie que oui, c'est légal, et oui, ça passe. Et ça, pour des géants comme Nintendo et The Pokémon Company, c'est exactement le genre de risque à éviter. Sauf que ça s'arrête pas là. Il y a encore un deuxième problème encore plus concret. Palworld n'est pas un fangame ou un jeu de niche planqué quelque part sur internet. C'est un jeu légalement vendu, massivement joué, décortiqué par la presse et regardé de près par des juristes. Et même en termes de gameplay, le terrain du copyright reste fragile. Tout n'est pas protégeable. Les idées, les mécaniques, les archétypes, techniquement, ça n'appartient à personne. Donc ces 9 mois sans agir, c'était pas par gentillesse ou par flemme, c'est juste que c'était trop risqué. Même sur le terrain sur lequel tout le monde les attendait, Nintendo ne pouvait rien faire. Et quand tu peux pas attaquer de front, tu changes l'angle. Le 19 septembre 2024, la plainte tombe. Pas pour contrefaçon ni pour plagiat, mais pour violation de brevet. Ouais, ils sont partis sur le même bordel que Shironeko Project, mais en pire. Et accrochez-vous parce que ça va être un bordel. Dès l'annonce de la plainte de Nintendo, un détail surprend. Les brevets concernés ne sont même pas précisés. Même Pocket Pair, qui sont les principales concernées, expliquent ne pas savoir exactement ce qui leur est reproché. Il faudra attendre près de 2 mois, jusqu'au 8 novembre 2024, pour comprendre. Et là, surprise, les 3 brevets invoqués par Nintendo ont été déposés et validés en 2024, soit après la sortie de Palworld en janvier. À première vue, on pourrait se dire que c'est un petit peu une dinguerie, sauf que c'est parfaitement légal. Et pour ça, il s'appuie sur ce qu'on appelle un brevet divisionnel.
dictionnaire. En gros, c'est une extension d'un brevet existant. D'abord, tu déposes un brevet assez large qui décrit plusieurs choses à la fois, puis avec le temps, tu peux décider de le découper en brevets plus petits, chacun se concentrant sur un détail spécifique. Et ici, Nintendo s'est appuyé sur un brevet principal assez large déposé en 2021, qui a notamment été utilisé pour Pokémon Écarlate et Violet et Légion d'Arceus. Sauf que cette fois, ils ont décidé de le découper en sous-brevets qui verrouillent des mécaniques de gameplay de plus en plus précises, tout en restant rattachés à la chronologie initiale. Et Palworld en violerait 3 d'entre eux. 2 brevets ciblent la capture et l'invocation de créatures via un objet lancé, avec des détails très précis sur la visée, le déclenchement et le comportement du compagnon. Et le 3e concerne une mécanique de déplacement aérien, où une créature est invoquée pour éviter une chute ou prolonger un mouvement. En gros, planer. Tout ça déplace complètement le terrain de Nintendo. Plus besoin de prouver que Palworld ressemble à Pokémon, il suffit de prouver que le jeu fonctionne comme Pokémon. Parce que c'est pas la seule raison pour laquelle ils ont choisi cette stratégie. Non, il y a aussi le fait que ce type de procédure a un effet immédiat. Tout comme pour Shironeko Project, même sans verdict, le simple risque juridique suffit à mettre le studio sous pression. Et comme par hasard, ces brevets ne sont pas déposés quand Palworld est marginal, ils le sont au moment où il a déjà pris une place énorme. Autrement dit, l'offensive ne s'est pas activée à cause de l'existence du jeu, ni à cause de l'existence d'un pseudo-rival à Pokémon, mais à cause de son poids. Et ça nous amène à notre deuxième grande question. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux dire, on a bien vu que ça avait fonctionné pour Shironeko Project, mais là, ça semble trop gros. Peut-être que Nintendo abuse de la portée de leur brevet. En tout cas, c'est ce que pense Pocket Pair. Ouais, parce que eux, cette fois, ils ont pas l'intention de se laisser faire. Eux, ils veulent se battre contre Big N. Pour ça, Pocket Pair veut remettre en question la validité même de ces brevets. Et ce, via un principe central, le Prior Art. En gros, le Prior Art, ou l'état de la technique chez nous, c'est l'idée qu'un brevet n'est valable que s'il décrit quelque chose de nouveau et non évident au moment où il est déposé. Si ce qu'il décrit existait déjà publiquement ou si c'est juste une évolution logique à partir de systèmes connus, alors le brevet devient attaquable. Et c'est précisément ce que Pocket Pair avance. Même si Nintendo part d'un brevet par an déposé en 2021 et l'affine ensuite en 2024 avec des sous-brevets, ça suffit pas si, au fond, les mécaniques revendiquées existaient déjà ailleurs. Ouais, parce que j'ai peut-être oublié de le dire, mais cette stratégie-là de Nintendo, elle a juste un petit point faible, qui va peut-être au-delà de son impact sur le succès de Palworld. Elle impacte absolument tous les jeux ayant des mécaniques similaires. Lancer un objet, relâcher une commande, viser avec un indicateur, invoquer un allié à distance, déclencher une action automatique, tout ça, ça existe déjà ailleurs. Pocket Pair cite noir sur blanc des jeux comme Final Fantasy XIV, Dragon Quest Builders, Monster Hunter, Ark, Tomb Raider, Far Cry 5, Titanfall 2 et j'en passe. Et c'est logique, tu peux pas breveter une brique. Tout le monde connaît et utilise les briques. Alors si ton brevet ressemble juste à un assemblage de briques déjà connu, il devient fragile et contestable. Et ça, Pocket Pair a su le prouver très simplement. En utilisant quelque chose qui lui est dans le domaine public, un mode de Dark Souls 3 qui permettait déjà de capturer des ennemis, les stocker, puis les invoquer plus tard comme alliés contrôlés par IA. Autrement dit, les gestes que Nintendo dit avoir inventés existaient déjà publiquement avant leur brevet. Pocket Pair ont été intelligents, ils ont gagné. Pas du tout, parce que c'est loin d'être fini. Nintendo connaissait évidemment cette faille, alors, à mesure que le dossier avance et que certaines de leurs revendications sont réexaminées et parfois fragilisées, ils modifient et reformulent certains passages. Aucun mot ne doit être laissé au hasard. Et puis, de toute manière, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Shironeko Project, la raison même pour laquelle Nintendo raffole de cette stratégie. En faisant ça, ils obtiennent ce qu'ils veulent avant même d'avoir reçu une quelconque décision juridique. Du coup, en parallèle, Palworld change. Le 30 novembre 2024, le jeu se voit retirer la possibilité d'invoquer des pales en lançant une pale sphère. La capture des pales sauvages reste possible, mais l'invocation change complètement. Et c'est pas un détail, c'est un geste central immédiatement reconnaissable qui disparaît. Et puis, quelques temps plus tard, le jeu se voit cette fois interdire la possibilité d'utiliser des pales pour voler. Encore une fois, une caractéristique centrale de l'expérience des joueurs qui se voit être retirée du jeu simplement parce que Nintendo souhaite l'affaiblir. Il faudra attendre le 8 mai 2025 pour que Pocket Pair communique enfin et confirme explicitement que ces changements sont liés au litige en cours, mais qu'en aucun cas il ne s'agit d'une reconnaissance de culpabilité. Il souhaite simplement limiter les risques. Et c'est comme ça que, pour le moment, l'histoire se clôture. Nintendo et TPCI ont obtenu ce qu'ils voulaient, Palworld a plié, le scénario Shironeko Project s'est répété, et Pokémon a gagné. Enfin jusqu'en octobre 2025.
Ouais, parce que pendant que Palworld modifie son jeu pour survivre aux risques juridiques, le dossier, lui, continue d'avancer ailleurs, dans les bureaux des offices de brevets. Et autant vous dire qu'ils sont pas méga d'accord avec Nintendo. L'un de leurs brevets clés a d'ailleurs justement été refusé. C'est simple, la mécanique revendiquée n'était pas assez nouvelle. Palworld a fini par avoir raison. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont gagné le procès, la procédure est d'ailleurs toujours en cours. Juridiquement, rien n'est terminé. Le vrai problème, c'est que, le jeu a déjà été modifié. Et ce, avant même la fin du procès. Et c'est précisément pour ça que la question n'est plus seulement juridique. Parce que si Nintendo et The Pokémon Company n'ont pas encore gagné en droit, mais que Palworld a déjà payé un prix concret, alors le vrai sujet devient autre chose. Pourquoi Palworld et pas les dizaines d'autres Pokémon-like sortis avant lui, y compris ceux qui ont eu un gros succès? Pourquoi cette réaction-là à cette échelle? La réponse, on la connaît tous. C'est parce que Pokémon avait peur de perdre. Mais pas contre Palworld. Ça n'arrivera jamais, soyons réalistes. Non, Pokémon avait peur de perdre contre sa propre manière de se concevoir. Depuis des années, Pokémon fonctionne sur un modèle extrêmement sécurisé. Chaque année, le joueur suit un parcours balisé, lissé et optimisé. Pas seulement pour le gameplay, mais aussi pour que tout reste compatible avec un écosystème beaucoup plus large que les jeux eux-mêmes. Cartes, animés, merchandising, mobile, vous connaissez. Pokémon n'est donc plus pensé pour être détourné, il est pensé pour être traversé. Fondamentalement, la licence n'expérimente plus rien. Et pendant des années, ce modèle n'a jamais réellement été remis en question. Et ce, pour une raison très simple, y a pas vraiment de comparaison. Pokémon exploite seul son territoire, sur tous les plans à la fois. Or, avec Palworld, quelque chose change. Pas parce que le jeu serait meilleur ou parce qu'il ferait les choses correctement, mais parce qu'il commence justement à occuper les mêmes espaces symboliques que Pokémon. Et ça peut aller au-delà des jeux vidéo. Quand Palworld annonce à son tour son jeu de cartes, c'est pas un détail anecdotique ou une simple extension marketing. C'est un signal. Ça montre une volonté claire de ne pas rester un phénomène isolé et de vouloir s'installer durablement sur les mêmes terrains que Pokémon, y compris ceux que la licence considère comme les siens depuis des décennies. Et à partir de là, le vrai problème pour Nintendo et TPCI, c'est plus Palworld en tant que jeu ou pseudo-concurrent. Le vrai problème, c'est qu'il rend la comparaison possible. Parce que si une alternative existe, les limites de Pokémon cesseront d'être invisibles. Elles ne seront plus perçues comme des contraintes de temps ou une peur du changement, elles deviendront des choix assumés. Et elle est là, la défaite de Pokémon. En attaquant le jeu, Nintendo n'a pas seulement cherché à protéger des brevets ou des mécaniques. Ils ont tenté de refermer un espace de comparaison qui commençait à s'ouvrir. Un espace où Pokémon n'est plus la seule référence possible de son propre genre, ni dans les jeux vidéo, ni autour. Et une fois que cet espace existe, le vrai problème, ce n'est plus de savoir qui gagnera le procès, mais plutôt de savoir si Pokémon pourra encore rester incontestable.